Monsieur Moussa Senapsa, vous êtes l'invité du grand entretien de Jotner TV. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste aux multiples facettes, peintre, écrivain, musicien, acteur, metteur en scène. Mais vous êtes surtout connu comme réalisateur de films, plus d'une dizaine de productions cinématographiques que vous avez signées, dont certaines d'ailleurs ont été primées. On peut citer entre autres Le Prix du mensonge en 88, Sa twist à Popenguine en 93 ou le célèbre Tableau Ferraille en 96. Mais dans un pays de Gorgorlou, pour reprendre le titre d'une série humoristique que vous avez réalisée et qui nous a beaucoup marqué, un pays dans lequel la recherche de la dépense quotidienne est la préoccupation première des ménages, on a envie de vous poser une question aux allures provocatrices. Dans un tel pays, à quoi pourrait servir l'art? Mais l'art, c'est le ciment d'une société, c'est le lion d'une société, mais c'est aussi la mémoire d'une société. C'est l'écaille de la peau d'une société. C'est par là qu'on définit la personnalité d'un pays, d'une nation, d'un groupe, parce que c'est justement l'ensemble de ces pratiques et de ces regards sur une société qui font l'art, qui font que l'art s'apparente d'une part à la société, comme la société s'apparente à cet art-là. Donc, on ne peut pas parler d'art sans parler de société. Donc, l'importance de l'art, c'est aussi la capacité que l'art a de façonner les individus dans une société, de leur faire comprendre qu'ils ont quelque chose de commun, qui les dépasse, qui dépasse leur naissance, qui dépasse le regard sur le monde, mais qui aussi les définit en tant qu'élément social. Donc l'art, pour moi, est beaucoup plus important que la nourriture. Vous voyez? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui va partir. Hein? Vous mangez, vous en faites ce que vous voulez après plus tard, mais ça vous maintient juste en vie. Alors que l'art fait plus que ça. Non seulement l'art vous maintient en vie, mais l'art prolonge votre identité, prolonge votre culture, prolonge votre être. Dans un monde, par exemple, si vous voyez les films des années 1930 à aujourd'hui, ou si vous voyez une peinture de Picasso, une peinture de Gauguin, fait il y a tant d'années, mais qui raconte la chose à laquelle vous pouvez encore vous identifier en 2020. Donc l'art, c'est ça. L'art, c'est aussi une façon de multiplier la société par le nombre d'individus tout en gardant un ciment commun. Quelque chose qui nous lie tous, quelque chose qui nous façonne, qui nous parle de nos interdits, qui nous parle de nos grandeurs, qui nous parle de nos us et coutumes, qui nous parle de notre devenir, qui nous interroge sur qui nous sommes et qui nous projette dans l'avenir. Donc pour moi, l'art est beaucoup plus important que la nourriture, beaucoup plus important que ce qu'on boit ou ce qu'on mange, parce que c'est une nourriture de l'âme. Ce n'est pas une nourriture matérielle qu'on voit, mais c'est une nourriture de l'âme. En 2018, selon des chiffres publiés par l'Association des studios américains, le cinéma a généré plus de 96 milliards de dollars dans le monde entier, dont plus de 40 milliards pour les seules salles de cinéma. C'est énormément d'argent. Le cinéma, malheureusement, ne fait pas autant courir en Occident qu'en Afrique et ne suscite pas le même intérêt. Est-ce, selon vous, une question de moyens financiers que les uns ont par rapport aux autres, ou est-ce que c'est simplement un rapport particulier à l'art que les uns ont et que les autres n'ont pas? Mais vous savez, je pense que
nous ne comprenons pas encore assez l'importance du cinéma. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes de votre génération qui n'ont jamais été dans une salle de cinéma. Parce qu'il n'y a plus de salle de cinéma. On a essayé de justifier ça en disant oui, c'est la télévision. Après, ils ont dit oui, c'est les portables. C'est pas vrai. Ça, c'est un discours complètement fallacieux. Parce que sinon, l'Amérique n'aurait pas autant de milliards de dollars récoltés dans le cinéma. La France n'aurait pas supporté le cinéma français à bout de bras pendant des années avec des centaines et des centaines de millions d'euros par an. Pourquoi? Parce que l'art est un patrimoine commun. Le cinéma est un patrimoine commun. Le cinéma, c'est le miroir d'une société. Et le cinéma, pour moi, c'est comme une armée. Si vous n'avez pas une bonne armée, vous allez avoir l'armée du voisin. Nous n'avons pas de cinéma, nous avons le cinéma des autres. Nous regardons les autres nous regarder. Nous ne nous regardons pas. Moi, j'ai fait 15 films, je suis sûr que vous n'êtes pas capable de me citer 4 films. J'en ai fait 15. Les 10 autres, personne ne les a vus au Sénégal. Parce que justement, le cinéma n'est pas... on n'a pas amené le cinéma dans sa véritable dimension, dans la dimension de miroir de société, dans sa dimension de moteur d'éducation, dans sa dimension de regard fécond sur une société en mouvement, dans sa dimension narrative, dans sa dimension du récit. Hein? Les sociétés vont se dominer les uns les autres juste par des questions de récit. Qui a le récit le plus visible et le plus accessible à l'autre? Est-ce que c'est l'Occident? Oui, aujourd'hui c'est l'Occident. Les récits qu'on donne à nos enfants, que ce soit sur les dessins animés, que ce soit sur tout, c'est des récits japonais, des récits américains, des récits occidentaux. Et les seuls récits que nous avons à nous, ce sont des faux récits, ce que j'appelle des faux récits. C'est-à-dire des telenovelas, des séries qui n'ont pas de... qui sont des regards complètement édulcorés de nos réalités, qui regardent notre société avec un paravent, où l'image de l'autre est tellement sublimée de telle sorte que ça devient presque immatériel, ça devient presque irréaliste, pour ne pas dire irréel. Donc, justement, le cinéma américain amène des milliards de dollars parce que l'Amérique a compris que pour dominer le monde, il faut dominer la culture. Si on domine une culture, on domine ce peuple. Tout est une question de récit. L'Amérique a construit sa puissance. L'Amérique n'a pas de ministère de la culture. Hein? Et tout le monde boit Coca-Cola, partout dans le monde. Pour vous dire que le cinéma américain a été l'accompagnateur du développement économique de l'Amérique. Tout le monde rêve de l'Amérique. Beaucoup de jeunes, du moins, rêvent de l'Amérique. Beaucoup de jeunes voient Spike Lee ou un autre marché comme des icônes. Pourtant, nous avons Djibril Diop Mambéty. Nous avons eu Sembène Ousmane, Johnson Traoré. Nous avons Ben Diogaïbé. Nous avons eu Félix Samba Ndiaye, qui sont Djibril, en termes de cinéma mondial, et une référence pour même les grands cinéastes américains. C'est une référence mondiale. Mais sortez dans le village de Popenguine et demandez à n'importe quelle personne qui est Djibril Diop Mambéty, ils ne savent pas. Parce que nous ne valorisons pas nos récits. Parce que nous ne donnons pas l'importance qu'il devait y avoir sur le cinéma. La preuve, il n'y a plus de salle de cinéma.
Donc, sur les milliards de dollars que le cinéma américain a engrangé, il n'y a pas 0,00001% du cinéma africain. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas d'histoire. C'est pas vrai. Nous avons des histoires. Nous avons des récits à proposer au monde. Ces récits sont des récits totalement extraordinaires. Quand vous regardez des films comme Yen, quand vous regardez et tant d'autres films, vous vous rendez compte que l'Afrique est le berceau du récit. Mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons que nous sommes un peuple de récit, un peuple qui peut apporter un récit réparateur au monde? Le monde a besoin d'un récit qui manque. Ce récit, c'est le récit de nous autres Africains. Et tant que ce récit ne sera pas dit, le monde va marcher avec un seul pied. Parce que le pied de l'Afrique est absent. Nous n'avons pas apporté une pièce. Ce que Senghor, après la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir, dit comme ça paraît complètement philosophique ou intellectuel. Mais toute la vérité est là. Toute la vérité est là. Nous devons apporter au monde quelque chose. Cette chose, le monde l'attend. Mais le monde ne nous donne pas la considération pour apporter cette pierre qui manque au récit du monde. Ce qui fait que nous avons un récit linéaire, un récit unidirectionnel qui va du nord vers le sud et jamais du sud vers le nord. Donc, évidemment, il y a des risques. Sembène voulait faire Samori. Il a passé toute sa vie il a rêvé de faire Samori. Qui l'a aidé à faire Samori? Et qui va faire Samori? Ou qui fera Samori? Sûrement pas les Africains. On va demander à un Français ou un Allemand ou un Américain, ils vont venir faire Samori chez nous. Donc ils vont faire le récit et faire notre propre récit. Parce que Samori coûte de l'argent. On va me dire, oui, c'est des millions de dollars. Oui, c'est des millions de dollars, mais qui peuvent rapporter des milliards de dollars. Il y a des films sénégalais que je connais qui pourraient arriver au box-office au même titre que les films américains, mais personne ne leur donne les moyens de faire ces films. Ça fait 25 ans que je travaille sur Badling Siki. 25 ans. J'ai tapé à toutes les portes du monde. 25 ans sur Badling Siki. Je connais Badling Siki au jour le jour. Mais il y a d'autres Français qui vont le faire. Il y a d'autres Américains qui vont faire Badling Siki. Ou des Hollandais qui vont faire Badling Siki. Parce que Badling Siki n'appartient pas au Sénégal. Il est sénégalais de naissance. Mais son histoire est une histoire universelle. Et sûrement que d'autres vont finir par le faire et lui donner le récit qu'ils veulent. Et le caricaturer. Hein? Montrer le bon nègre sauvage. Alors que pour moi, Badling, c'est mon héros national. Aujourd'hui, les abonnements dans les plateformes numériques de visionnement de vidéos comme Amazon et Netflix, ça dépasse largement ceux des abonnements par câble. Peut-on en déduire que ça annonce la mort du cinéma classique tel que nous l'avons connu, ou c'est simplement la renaissance d'un nouveau type de cinéma? Et dans tout cela, quelle place l'Afrique doit-elle occuper dans ce nouveau monde du cinéma où la nouveauté, dans presque tous les domaines, pousse à innover et à s'adapter pour ne pas simplement disparaître? Mais je pense que il y aura un jour des plateformes africaines, ça c'est sûr. Je pense que Netflix, Amazon, Google, Sony, tout le monde va créer des plateformes. Donc aujourd'hui, ce que je conseille aux jeunes, c'est de créer des plateformes numériques.
avec du contenu. Parce que le problème de ces plateformes, c'est un problème de contenu. Parce que la télévision, ce n'est pas la télévision sénégalaise qui va faire barrage, parce que personne ne regarde la télévision sénégalaise. RTS, personne ne regarde. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne regarde pas. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. C'est mal fait. Le son est mauvais. L'image est d'une platitude. C'est une image qu'on ne fait plus. C'est suréclairé, c'est sur bling bling. Quand je regarde ça, je dis, mais comment au XXIe siècle, avec toute la technologie qu'il y a, les gens n'arrivent pas à faire une image qui parle, une image belle. Belle pas par le bling bling, mais belle par les nuances, belle par les contrastes, belle par les plans. Et j'ai l'impression qu'on est encore resté dans les années 70. Donc, les plateformes sont les outils de demain. Et l'Afrique doit se positionner sur les plateformes. Les Nigérians sont en train de le faire. D'accord? Les Sud-Africains sont en train de le faire. Et je pense qu'il y aura sûrement, dans chaque pays, dans quelques années, des plateformes comme vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est du contenu. Et le contenu n'a pas de frontières. Ce contenu-là peut être vu partout dans le monde. Une fois que c'est mis sur un réseau, c'est accessible au monde entier. Donc, moi, je pense que les Africains ont un rôle éminent à jouer. C'est un rôle sur l'appropriation des outils qu'ils vont dompter, qu'ils vont maîtriser. Ils vont réfléchir à des modes de diffusion qui sont des modes accessibles à tout le monde, où le village le plus reculé peut être connecté. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, vous pouvez avoir un réseau. Donc, vous avez accès au monde. Maintenant, ce qui restera à faire, c'est le contenu et sa qualité. Quel contenu donner à cette vitrine magnifique qu'est la nouvelle technologie qui est en train de s'offrir à nous? Est-ce que nous devons rester les bras croisés à regarder Canal+, hein? Ou est-ce que nous devons imaginer nous-mêmes des plateformes où on parlerait de Cheikh Ahmadou Bamba, on parlerait de Aline Sitoé, on parlerait de l'Imam Moulay, on parlerait de Lamine Gueye, on parlerait des rois qui ont marqué notre histoire, et des faits historiques qui ont été le ciment de cette société. Moi, j'ai lu quelqu'un comme Serigne Massamba Dièye, qui est mort en Guyane, déporté en Guyane, mort... ça, c'est dans les années 1900, hein, 1904. Hein. Personne ne connaît son histoire. Et c'est une histoire extraordinaire. Donc, il y a des histoires que l'Afrique, en tout cas le Sénégal, ou tous les pays africains doivent s'atteler à raconter leur récit, à puiser dans le passé, mais aussi à s'ouvrir au monde et de regarder comment marche le monde. Qu'est-ce qui nous entoure? Pourquoi l'Amérique en est arrivée là? Comment se fait-il qu'un pays comme le Sénégal, qui a quand même été le père fondateur du cinéma africain, en dehors de l'Égypte et des autres pays, mais en tout cas, c'est un pilier important du cinéma africain,
en soit arrivé à ce que tous les films qui sont faits ne sont faits qu'avec l'argent de l'étranger, à 90% de l'étranger. Comment mobiliser nos propres ressources pour faire des films? Mais comment faire des films quand il n'y a pas de salle de cinéma? Ouais, c'est le poisson qui se mord, c'est le serpent qui se mord la queue. On a envie de dire nos récits, de le faire avec les outils du cinéma, mais moi je suis en porte-à-faux avec ceux qui pensent que le cinéma va mourir. L'art ne meurt pas, c'est nous qui mourons. Mais l'art est éternel. Le cinéma ne mourra jamais. Jamais. Être assis dans une salle noire, voir un film sur grand écran énorme, avoir un gros plan sur 3 mètres, ça, personne ne peut le changer. La télévision ne pourra jamais tuer le cinéma. Parce que le cinéma est un art et la télévision est un meuble. Le cinéma, c'est un art. Ça fait intervenir la photo, le théâtre, la littérature, la poésie, la danse, la musique. Tout en un seul art. C'est magique. Donc pour moi, il est même illusoire de penser que le cinéma va mourir. Le cinéma ne peut pas mourir. Ce qui peut mourir, c'est le récit qu'on nous empêche de dire et que peut-être nos enfants ne pourront plus les dire. Ou nos petits-enfants ne pourront plus les dire. Ce qui risque de nous faire mal, c'est quand des récits magnifiques sont encore dans les cartons et que personne ne les fait. Personne n'arrive à faire un film comme Samori. Pourquoi on ne l'aurait pas fait? Pourquoi le Sénégal ne prendrait pas en charge la production de ce film? Sinon, c'est les Sud-Africains qui vont le faire. Et c'est moi qui vous le dis. C'est les Sud-Africains qui vont le faire. Et pourtant, la première personne à avoir cette idée de Samori en film, mais un film grand public, les Américains en seraient fous. Voilà des films qui peuvent casser le box-office américain et rapporter beaucoup d'argent. Donc, si Black Panthers a réussi à faire autant de recettes sur une histoire censée se passer en Afrique, on voit le clin d'œil. Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons rester à faire ce que Sembène appelait du mégotage? Faire des films avec des petites clopinettes, avec des trucs. Et puis parfois, on est invité dans un grand festival. Et puis après, on voyage. Et puis après, ça s'arrête là. Personne ne verra ces films. Est-ce que ça, c'est intéressant? Moi, ça ne m'intéresse plus, ça. Je préfère travailler pour la télévision dans ce cas-là. Au moins, je suis accessible. Donc, plateforme numérique, contenu. Contenu parce qu'il y a des récits. Dans n'importe quelle ethnie, il y a au moins 1000 récits. Tu prends les Peuls, les Diola, les Khasonké, les Sérères, les Balantes, les Pépel, les Socé, les Wolofs. Chaque ethnie a une historiographie énorme. Et je pense que la chose qui va aider le Sénégal à se développer, ce sera le moment où cette force immatérielle que nous avons en commun soit mise en valeur de telle sorte qu'elle soit accessible à la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est perdue. Parce que la jeunesse n'a plus de repères. Parce que la jeunesse ne se connaît pas. Personne ne connaît son arrière-arrière-grand-père. Personne. La généalogie s'arrête au grand-père. On connaît le grand-père, le père et la mère. Au-delà, on ne connaît pas. Et on n'est même pas curieux de savoir ce que c'était. Donc, c'est ce qui veut dire que nous avons
un potentiel de régulation sociale énorme. C'est le récit. Et ce récit-là a été phagocyté. Ce récit a été écarté de tous les discours. Vous regardez les chaînes de télévision du matin au soir, tu ne vois pas un homme de culture. Jamais. C'est des politiciens. Parce que justement, les politiciens ont pris ce pays en otage. Pas seulement les politiciens, les marabouts aussi. Ce pays est pris en otage. Donc, ça empêche l'éclosion de cette créativité extraordinaire. Vous allez dans la rue, vous regardez les jeunes, vous regardez tout autour de vous, ce que les femmes, surtout les femmes, ce que les femmes font, ce que les jeunes sont capables de faire, mais que personne ne les aide, personne ne les pousse, on nous parle de entrepreneuriat rapide, on nous parle de choses, c'est insensé. La chose la plus importante à faire pour une jeunesse, c'est qu'elle soit consciente de son temps. Elle soit consciente de son passé. Elle soit consciente de son devenir. Et ça, le cinéma est un outil formidable pour ça. Ce n'est pas pour rien que en Union soviétique, la propagande, comme ça soit en Union soviétique, dans tous les pays communistes, ils ont compris la force de l'image. Parce que l'image, une seule image peut dire 10 000 choses. Un livre entier peut être résumé en un plan, un seul plan. Donc vous voyez à quel point nous avons un potentiel énorme, un grenier inépuisable, vraiment inépuisable, dans lequel on peut tirer tous les récits, on peut amener à donner une belle direction à la nation, de beaux viatiques à la nation, à la jeunesse, aux femmes, à construire notre propre identité. Parce que nous n'avons plus d'identité. C'est ça qui est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte que nous n'avons plus d'identité. Des notions comme rousse, kerse, djom, mouñ, ngor, tout ça là, c'est des valeurs qui n'existent plus là. Parce que justement, il n'y a pas de récit pour les soutenir. Les seuls récits qui sont des récits mobilisateurs sont les anecdotes, les proverbes qui sont gardés à longueur de chaque ethnie, à ses proverbes, pour essayer de colmater la brèche. Alors que le cinéma serait tellement magnifique. C'est à chaque fois que je voyage et que je vais dans un pays où pour montrer mes films, je regarde les jeunes, la curiosité qu'ont les jeunes, la passion, l'envie de savoir, parce qu'ils sont sanctionnés par le savoir. Hein? Ils ne sont pas sanctionnés, ils sont sanctionnés par le savoir parce que ça coûte cher de faire des études. Ici, les études sont gratuites. Tu es même payé pour faire des études. Donc, tu ne connais pas la valeur du savoir. On te paye pour aller chercher du savoir, alors que tu devais payer pour aller chercher du savoir. Parce que le savoir, c'est l'arme la plus importante qu'on peut mettre entre les mains d'une jeunesse. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la curiosité, c'est la possibilité de se dire, je suis du Fouta Djallon, au lieu de rester ici à faire des navetanes, je vais prendre un bloc-notes, je vais aller dans le Fouta, même quitte avec mon sac à dos, je vais interroger tous les vieux qui ont plus de 70 ans. Quelqu'un le fait ici? Personne ne le fait. Ça n'intéresse pas les gens. Parce que, et ce n'est pas gratuit, parce que les jeunes ont compris que le savoir ne sert plus à rien. Les jeunes ont compris qu'il y a des crétins de rien du tout, qu'on voit tous les jours à la télé, qui ont des villas à $1 million,
qui roulent avec des voitures de 100 millions, qui n'ont aucun mérite que d'être proches du prince, qui distribue les prébendes, qui donne à gauche et à droite de l'argent, qui distribue les richesses. Et justement, cette jeunesse a compris que les études, ce n'est pas important. Parce que si je suis membre du parti, je n'ai pas besoin de faire de bonnes études. On a des députés qui ne savent ni lire, ni écrire, ni en français, ni en arabe. C'est-à-dire des analphabètes. Ni en français, ni en arabe. Et ils roulent devant des gens qui ont des doctorats, ils roulent avec des 8-8. Donc le savoir, et en fait, ce qui est le plus grave là-dessus, c'est que, je dis souvent à mes enfants, je leur dis, mais si une vie doit se limiter à une voiture et une maison, cette vie est un échec. Parce que dans la vie, il y a tellement de choses intéressantes qu'une voiture et une maison. Si c'est pour faire une vie, tu as besoin juste d'avoir une maison. C'est comme les gosses qui vont traverser l'océan pour aller en Espagne, pour construire une maison, amener leur maman à la Mecque, et puis épouser une femme, et acheter une voiture. Toute la vie se résume à 5 choses là. Au Sénégal, pendant la semaine, il n'est pas rare de voir les familles s'attrouper pour regarder une série télé. Il y a une profusion de séries télé sur l'ensemble des chaînes sénégalaises. Faut-il s'en réjouir? Est-ce une bonne nouvelle pour l'avenir du cinéma sénégalais? C'est une mauvaise chose pour le cinéma. Parce que ça donne l'impression aux autres qu'ils font du cinéma en fait. Ils sont sûrs qu'ils font du cinéma, alors que ce n'est pas du cinéma du tout. Ils sont sûrs que c'est le buzz. Dès que ce mot est arrivé heureusement que moi, quand j'ai commencé le cinéma, le buzz n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient même pas. Donc, c'est une culture de buzz. Tous les sites que vous ouvrez, ils parlent tous des séries télé. C'est devenu un aliment de consommation. C'est comme une mangue, une pomme, une orange, un thieboudienne ou un machin. C'est de la consommation. On mange et puis après on va aux toilettes et puis c'est terminé, on passe à autre chose. On mangera toujours. Donc, ça devient ça. Ça devient un objet de consommation rapide. Les histoires qu'on raconte sont des histoires qui n'ont... Moi, je ne regarde pas. Et par contre, ma femme regarde. Et j'essaye parfois de regarder avec ma femme. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui doit les pousser à regarder ça? C'est quoi qu'est-ce qui les attire vers ça? En fin de compte, j'ai compris que, d'abord, c'est une distraction, c'est ne pas penser au machin. On a fini la journée, on se met dans la télé, on regarde ces femmes qui racontent n'importe quoi, qui parlent d'une société imaginaire, ou qui parlent des choses de la société, qui ne marchent pas de la société, mais qui en parlent de manière tellement vulgaire. On peut parler de l'infanticide, on peut parler de la pédophilie, on peut parler de l'homosexualité, on peut parler de l'infidélité. Tout ça, on peut parler de tout ça. Mais de comment en parler? Quel mot utiliser? Quelle forme utiliser? C'est quels sont les on peut dire des choses avec gravité tout en restant classe, tout en restant raffiné, tout en restant poli, tout en restant enraciné dans sa propre culture. On peut parler de tout. On peut parler des agressions, des violences faites aux femmes. On peut parler de tout ça en y mettant de l'art. C'est l'art qui manque à ces séries. Il n'y a pas de création artistique.
il y a deux acteurs qui parlent. Et puis les filles sont racialisées, elles portent de beaux habits, elles sont dans un appartement. On se demande d'où elles tirent cet argent, parce que tu vois les meubles qu'ils ont, les machins. Kitsch. Tout est kitsch, tout est mauvais goût. C'est de mauvais goût. C'est du bling-bling. Mais ils aiment consommer le bling-bling. Parce que le bling-bling, c'est le buzz. Alors que le buzz, ce n'est pas de l'art. La même histoire, on peut en faire un bijou. Mais c'est juste une question de comment doser les choses. Les acteurs jouent mal, surjouent. Il y a quelques bons acteurs. Hein. Mais 80% des acteurs, ou des actrices surtout, jouent très mal. Elles ne jouent pas en fait. Vous prenez un acteur qui joue une série A, après une série B et une série C, il joue le même personnage. Il ne change pas. C'est le même personnage qu'il sort. Il n'est pas capable de sortir d'autre chose que ce qu'on le connaît faire. Et dès que vous les sortez dans cette narration, ils sont perdus. Ils sont incapables de raconter d'autres histoires, en fait. Donc, pour moi, les séries télé, c'est de la consommation rapide. C'est du consommer rapide, c'est d'un fast-food. Tu manges et puis tu jettes. Tu manges et tu jettes, mais rien ne reste en toi. Et par contre, ce qui est grave, c'est que ça montre des tares de notre société en les montrant en exemple. L'infidélité est un exemple, la cupidité, la veulerie, la tricherie, la trahison, tous ces défauts de notre société sont propulsés en valeur. Et on les applaudit. Et quand ils marchent dans les rues, on tape des mains. Après Sembène Ousmane ou Djibril Diop Mambéty, et un peu plus tard Moussa Senabsa ou Moussa Touré, il a fallu quand même attendre très longtemps pour voir l'émergence de nouveaux génies du 7e art au Sénégal se voir distingués dans les grands festivals de cinéma dans le monde. On peut en citer Alain Gomis ou Mati Diop récemment, mais ces derniers ne vivent pas au Sénégal. Comment expliquez-vous le peu de talent que le pays n'a pas réussi à produire dans l'histoire du cinéma sénégalais? Je pense que ce n'est pas une question. Tu sais, Djibril est resté presque 17 ans sans tourner. Hein. Ce n'est pas ça qui est important. Je pense que une œuvre d'art a une vie. Elle naît, elle vit, elle meurt. Elle naît, elle vit, elle traverse le temps. Intemporelle. Donc, quand vous regardez un film comme Khala, et que vous voyez les acteurs qui ne sont plus tous là, personne n'est là, ils sont tous morts, ça vous donne quand même l'idée de ce que c'est que le cinéma. Le cinéma nous dépasse, nous transcende nos vies. Je dis souvent à mes étudiants, je dis, cinéma, alalu jinne la. Ça, c'est Djibril qui me l'a dit un jour. C'est le patrimoine du diable. Mais je dirais, diable, ce n'est pas le mot. Le patrimoine du génie. Que le cinéma, c'est pas... moi, j'ajoute en disant que faire du cinéma, dafa mel ni da ngay kale yàlla. Ça veut dire que Dieu crée les choses et les êtres. Vous créez sur les choses et les êtres
Dieu enlève l'âme de l'être et vous gardez l'âme de l'être. Il y a des films à moi que je ne peux plus regarder parce que tous sont morts. Et quand je les regarde, je regarde Ndiaye Doss qui danse, qui rigole, qui parle, qui dit... Et puis il n'est plus là. Enseignant, il n'est plus là. Et tant d'autres que je regarde. Chaque fois que je regarde mes films, je dis, mais ils sont pas là. Quel pouvoir j'ai? C'est un pouvoir extraordinaire. C'est la mémoire indélébile que rien ne peut plus effacer. C'est une mémoire. Il y a un président peut être oublié. Hein. On oublie le président de la République. Hein. Mais un film, on ne peut pas l'oublier. Un film peut rester pendant 1000 ans. Et on regardera le film. Et on regardera les gens qui étaient là. Oh, ça c'était le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père de l'arrière-grand-père de l'autre. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se dire que c'est une question de génération. Ce n'est pas une question de génération. Oliveira a fait ses films à 100 ans. Manuel de Oliveira. À 100 ans, il tournait des films. On n'a jamais dit le jeunisme. Je déteste le jeunisme. Les gens qui disent, ouais, les jeunes. Moi, je dis, les jeunes ne sont pas plus jeunes que moi dans la tête. J'ai aucun problème de jeune, vieux. Raconte-moi des histoires qui m'émeuvent, qui me touchent, qui m'ouvrent une fenêtre sur le monde. Évidemment, on est resté des années où on n'a pas tourné. Très peu ont pu tourner. Moi, j'ai eu la chance que je suis le cinéaste qui est le plus tourné dans ce pays. J'ai fait beaucoup de films. Parce que moi, il suffisait que j'ai une caméra, j'ai quelques bobines, je tourne. J'ai fait des films avec un magnétophone comme scénario, un dictaphone. Je dis mes dialogues, je passe ça aux acteurs, on le joue. Il y a Léana dans un cas rapide. Donc, il y a eu des récits. Évidemment, on est resté longtemps sans qu'il y ait de grands films. Parce qu'un film, ça coûte beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent, c'est zéro par rapport au coût historique du film. Si vous vous rendez compte que dans 100 ans, la mémoire du Sénégal va être retracée à travers des films. On va pouvoir lire l'histoire d'un pays à travers les films. Le prix d'un film est minable. Donc, il y a une nouvelle génération qui monte. Il y a une nouvelle vague, je dirais. J'aime pas le mot génération. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Après ça, il y aura d'autres vagues qui arrivent. Après ça, il y aura d'autres vagues. C'est l'ordre normal des choses. Qu'il y ait une génération qui a fait des films, après ils sont morts, et puis d'autres sont venus, ils seront morts, d'autres sont venus, ils seront morts, d'autres seront venus, ils seront morts. Et l'histoire continuera. Mais le récit restera. Pour terminer, beaucoup de vos productions cinématographiques développent des thèmes de société avec un parti pris clair pour certaines causes. On pense par exemple à Madame Brouette, ce fameux film qui est un hommage à l'affirmation des femmes. Et si certains croient à l'art pour l'art, d'autres pensent que le cinéma, comme la littérature, doivent être engagés, c'est-à-dire être la voix du peuple et surtout des couches vulnérables. Ça peut se comprendre dans un contexte africain marqué par les inégalités sociales. Mais pour vous, Moussa Sen Absa, est-ce que c'est votre perception de l'art, c'est-à-dire un art avec une finalité claire dans lequel l'artiste doit toujours s'engager? La plume n'est jamais neutre et le cadre est moral. Quand tu cadres, tu dis qui tu es. La manière de cadrer, hein. Juste, tu poses ta caméra, la manière de poser ta caméra dit qui tu es. D'où tu viens. Quels sont tes fondamentaux?
Donc, moi, je suis convaincu que tous mes films sont des films à fort relent politique. Même si les gens me disent, mais comment ça? Je dis, oui, Madame Brouette est politique. Tableau Ferraille est politique. Puis Sapopengine est politique. Yala Yana est politique. Ainsi Meurt les Anges est politique. Yolé est politique. Gorgorlou, la série Gorgorlou est politique. Parce que, justement, c'est un regard, c'est mon regard sur une société que j'adore, une société qui me fascine, une société qui me... Je parlais à mon ami Philippe tout à l'heure, je lui disais, mais mes plus grands plaisirs, c'est quand je vais au marché et que je regarde mon peuple, les femmes, les femmes qui sont là au marché, des couleurs, les gens, les sourires, les cris. Je dis, mais ça, c'est une chose extraordinaire que je veux maintenir. Donc, mon cinéma est politique. Mon cinéma est un cinéma, j'aime pas le mot engagé, mais mon cinéma est un cinéma de vérité. C'est de sortir mon regard avec ce qu'il y a de fondamental à raconter à un moment précis. C'est-à-dire que autant Yolé est un discours contre le régime de Wade, un film très politique, c'est mon meilleur film que beaucoup de Sénégalais n'ont pas vu. Tu l'as vu? Non. Pardon? C'est mon meilleur film. Il y a peut-être 100 Sénégalais ou 200 Sénégalais qui l'ont vu. Et pourtant, quand je l'ai montré en Sardaigne, dans un centre de rétention, les jeunes Sénégalais m'ont dit que s'ils avaient vu ce film, ils n'auraient jamais traversé l'océan. Donc, c'est un film politique parce que ça donne la conscience, ça donne aux gens la conscience de leur responsabilité. Des charges qui incombent aux gouvernants et qui donnent aux gens qui pointent du doigt qui est responsable. Je n'ai pas peur de pointer du doigt qui est responsable. Que tu t'appelles Macky Sall, que tu t'appelles Abdoulaye Wade, que tu t'appelles Abdou Diouf, ce n'est pas mon problème. Ce que j'ai à dire, je le dis. Si vous ne voulez pas que je le dise, ne le faites pas. Si vous le faites, je le dis. À mes risques et périls. Parce que moi, comme je l'ai dit, je dis, je n'ai pas envie d'être l'ami de tout le monde, moi. Je ne veux pas être copain de tout le monde. Je suis jaloux de mes copains, moi. Mes copains, ce sont mes copains. Ceux qui ne sont pas mes copains ne sont pas mes copains, et tant pis. Mais ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont des gens avec qui je n'ai pas d'affinité. Voilà, c'est tout. Mais je suis un social-démocrate pur et dur. Je ne suis pas un libéral. Parce que je pense que le libéralisme va tuer nos sociétés. Le libéralisme est le poison qu'on nous a mis dans notre repas et que nous allons manger. Ou ceux qui seront à côté du repas pourront manger et mourir. Parce que vous ne pouvez pas parler de libéralisme quand vous n'assurez pas l'éducation des enfants, quand vous n'assurez pas la santé des enfants, quand vous laissez les enfants traîner dans la rue comme des mendiants, quand vous ne vous occupez pas du troisième âge qui sont complètement déboussolés, quand vous ne vous occupez pas des femmes qui ont tellement de charges dans une vie, dans leur foyer, quand les jeunes n'ont pas de travail. Vous parlez de libéralisme, vous libérez quoi? Vous ne libérez rien du tout. Vous créez des proies faciles au capital. C'est ça la réalité.
Vous n'êtes pas des libéraux. Vous créez des proies que le capital mondial va venir exploiter. Casino, Auchan, Total, Lafarge, name them. Ils vont tous venir piller nos ressources. Pendant ce temps-là, les jeunes sont en train de faire du nawetan parce qu'on ne les a pas éduqués. On ne les a pas éduqués au développement. Ce qui manque dans ce pays, c'est une éducation au développement. Une éducation à la citoyenneté. J'ai vu le président de la République prendre un balai. Ce n'est pas son rôle, on ne lui demande pas de balayer. Hein. Moi, je ne lui demande pas de balayer. Balayer? Non, non, il n'a qu'à demander au balayeur de balayer. Ça, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de mettre les populations dans un tel contexte par l'éducation, par la formation, par la citoyenneté, qui font qu'ils n'admettront pas de voir leur pays sale. Moi, j'ai été au Rwanda. Hein. J'ai été au Rwanda, j'ai vu Kagame, moi. Ce n'est pas du folklore. Hein. C'est rigoureux. C'est les mêmes gens qui font leur cleaning day. Ce sont les mêmes gens que tu vois conduire des 8-8 et jeter des bananes. Je l'ai vu. Hein. 8-8, une banane par la fenêtre. Donc ça veut dire que c'est une question d'éducation, de stimulation, de conscientisation. C'est une question de citoyenneté. Mais tout ça, mais parce que nous n'éduquons pas nos enfants sur des valeurs à nous propres. Nous copions l'autre. Nous copions la France. Nous connaissons l'histoire de la France. Nous ne connaissons pas notre propre histoire. On nous a dit que le meilleur, c'est là-bas. Et tout le monde regarde par là-bas. Les gens mangent à table avec des cuillères. Les gens parlent français à des petits-enfants de rien du tout, de 3 ans. Comment va-t-il qu'ils leur parlent en français? Et je dis, c'est la pire violence qu'on peut faire à un enfant. C'est de ne pas lui faire parler sa langue maternelle et lui expliquer les choses dans sa langue maternelle. Et moi, je n'ai jamais vu un pays développé dans une langue étrangère. Je n'en ai jamais vu. J'ai fait le tour du monde. Hein. Je n'en ai pas vu. Moussa Sen Absa, vous êtes une figure marquante du 7e art sénégalais. Vous faites la fierté du Sénégal à travers le monde avec vos nombreuses et magnifiques réalisations reconnues partout. Merci beaucoup pour ces nombreuses heures de plaisir que vous nous avez procurées devant la télé. Merci pour ce que vous faites pour la culture sénégalaise qui, je pense, sera appréciée par les autorités à sa juste valeur. Merci énormément. Vous nous avez fait un honneur d'accepter cette invitation de Jotna TV. Le mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que le cinéma, c'est une charge. C'est un sacerdoce. Ce n'est pas du bling-bling. Le cinéma, c'est un art. Le cinéma, c'est une vision d'une société. C'est normalement un gouvernement, un président intelligent prendrait des conseils chez les cinéastes. Parce que comme je dis souvent à ma femme, je dis souvent, tu sais moi, une personne qui est devant moi qui parle en 1 seconde, même pas parler, il marche, il arrive, je peux te dire quelle personne c'est. C'est une déformation professionnelle. Une personne qui parle à la télé, parfois je zappe tout de suite. Dès la première phrase, je coupe. Je sais que tout ce qu'il dit, lui-même ne croit pas. Et à la RTS, 90% des gens qui parlent
ne croient pas un traître mot de ce qu'ils disent. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils n'y croient pas. Ils ont été verts avec les socialistes, ils ont été bleus avec Wade, ils sont marron-beige aujourd'hui, demain ils seraient violets ou orange ou arc-en-ciel. Donc, mon dernier mot, c'est de prendre au sérieux l'image que nous renvoyons au monde. Parce que ce sont des images qui vont rester à jamais. Nous sommes dans une civilisation où l'image reste. Il y a les VAR. Ce que tu as dit il y a 10 ans, là, les gosses, ils l'ont en boîte, là. Tu dis quelque chose, ils te le ressortent, ils te disent, voilà, toi, là, tu avais dit avant-hier ça. Aujourd'hui, tu dis ça. Comment c'est possible? Donc, ça aussi, ça participe à la désacralisation des fonctions. Parce que si les gens disent des choses blancs aujourd'hui, noirs demain, et les jeunes, ils regardent, mais pourtant c'est lui qui avait dit ça. Eh bien, aujourd'hui, il dit ça. Ils sont perdus. Donc, vraiment, l'appel que je lance, c'est un appel aux autorités. Un appel aussi à mes concitoyens. Nous avons un pays magnifique. Nous sommes 16 millions. Nous avons la mer. Nous avons la forêt. Nous avons l'eau. Nous avons le pétrole. Nous avons le gaz. Nous avons l'or. Nous avons le zircon. Nous avons le fer. Et nous avons surtout un peuple qui aime tellement travailler. Moi, le nombre de jeunes qui viennent presque les larmes aux yeux en me disant mais pas, nous, on veut travailler. Je te jure, parfois j'ai les larmes aux yeux. Que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Si les jeunes, si nous ne prenons pas garde, en sachant que 60% de cette population a moins de 30 ans, que nous avons une bombe, nous sommes assis sur une bombe. Les jeunes ne vont pas accepter ce que j'ai accepté, moi. Hein. Ça, c'est clair. Mon fils n'acceptera pas ce que j'ai accepté. Et la violence ne réglera pas ça. Un pays se construit sur des contradictions des uns et des autres qui sont ensemble, qui se séparent, qui viennent pour le meilleur de la société, pour le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas des ennemis. Ça, c'est pour les politiciens. Ce ne sont pas des ennemis quand même. Nous avons un même pays. Nous pratiquons les mêmes, nous avons les mêmes pratiques. Nous avons les mêmes valeurs. Et nous ne sommes que 16 millions. Et nous avons toutes ces richesses que je viens de citer. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux avec tout ce qu'on a? C'est la question que j'adresse à tout le monde.